Madame Le Pen, vous avez préféré donc endetter votre parti auprès d'une puissance étrangère, acceptant de lui être lié plutôt que de mieux gérer le budget de votre parti pour emprunter de préférence en France. Et vous avez au même moment soutenu l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais selon vous, il n'y a aucun rapport entre ces deux informations et vous n'êtes pas redevable auprès de la Russie. Alors donc dans cette commission d'enquête, on a eu un certain nombre d'auditions, notamment au début, de chercheurs, de spécialistes des ingérences étrangères qui nous ont un peu expliqué comment fonctionnait le sentiment de redevabilité parfois dans la manière de fonctionner de certaines puissances, comment ce sentiment pouvait être fabriqué par les puissances qui accordent des faveurs et l'influence qui est souvent insidieuse en réalité pour essayer d'obtenir une contrepartie. Très rarement, finalement, il y a une demande qui est formulée expressément pour demander une contrepartie face à une faveur qui aurait été accordée. Donc, ne pensez-vous pas que le fait de lier la survie financière de votre parti à la Russie ait une influence sur votre perception, sur vos paroles, sur vos choix politiques ? Vous avez soutenu l'annexion de la Crimée, donc, alors qu'on vous entend assez peu, finalement, venir au secours de politiques étrangères, de certaines puissances, qui plus est de puissances impérialistes. Donc peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y avait ce risque, ou que vous preniez ce risque de finalement être dans le cadre d'une ingérence en France quand vous avez exprimé cette position politique-là. Mais il y a une guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, et l'impact d'une telle influence sur un parti politique français n'a pas l'air de vous choquer. Madame Le Pen. Je vous remercie, ma chère collègue, de cette question posée avec une très grande neutralité. Pour vous rappeler que la négociation avec le prêt a été engagée en janvier 2013, c'est-à-dire bien avant le référendum, car un prêt de ce montant aussi compliqué, en deux langues différentes, avec des juristes qui interviennent, ne se fait pas en l'espace de 3 mois. Voyez-vous, ce sont des longues négociations qui ont eu lieu donc bien avant l'annexion de la Crimée. Deuxièmement, je vous rappelle ce que j'ai dit 3 ou 4 fois depuis, mais merci de me permettre de le rappeler à nouveau, c'est que non, je n'ai pas fait le choix d'aller emprunter à une banque tchéco-russe plutôt que d'emprunter à une banque française. On ne m'a pas laissé le choix. On ne m'a pas laissé le choix. Et ceci est un scandale. Et merci de me permettre de le rappeler à nouveau. Il est scandaleux qu'un grand mouvement politique ne puisse trouver dans son propre pays, malgré l'article 4 de la Constitution, aucune structure financière pour lui accorder un crédit bancaire. C'est si scandaleux que M. Bayrou en a fait une des conditions de son soutien à Emmanuel Macron en 2017, la création de la Banque de la démocratie. Et je vais même aller plus loin. Vous voyez, quand je serai élu, j'interdirai les prêts étrangers. Mais je créerai cette Banque de la démocratie. Voilà, vous voyez, voilà, je prends l'engagement devant la Commission. Vous pourrez venir m'en demander compte le moment venu. Donc, vous avez bien compris que personne ne souhaitait nous prêter, que nous avons fait des banques étrangères sur l'ensemble des continents. Nous ne sommes pas, encore une fois, concentrés uniquement sur l'Europe. Nous avons fait des démarches aux États-Unis, des démarches en Amérique du Sud, des démarches en Asie, des démarches partout dans le monde pour trouver une banque. Nous avons eu que 3 pistes. L'Iran, je n'ose imaginer que vous auriez préféré que ce soit une banque iranienne, la Chine et cette banque tchéco-russe. Je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles mon choix s'était porté sur cette banque tchéco-russe. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi vous répondre d'autre. Vous me demandez de faire la preuve d'un fait négatif. Je ne peux pas faire la preuve d'un fait négatif. Mais compte tenu des accusations ignobles, calomnieuses, diffamatoires, gratuites qui ont été formulées à l'égard du Rassemblement national, j'espérais, j'imaginais qu'au moins il y avait ne serait-ce que le début d'une base factuelle pour pouvoir les proférer. Et il n'y en a pas. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà. Quand on va soutenir des séparatistes russes en Ukraine, un signal interprété comme un gage donné à la Russie en contrepartie de quelque chose. Non, non, monsieur. Enfin, il faut quand même avoir... Pardon, mais il faut déjà avoir cela dans la tête pour le voir.
il faut rechercher en réalité des choses qui n'existent pas. Je veux dire, ça voudrait dire qu'à compter du jour où on a, encore une fois, je signe un prêt avec une banque. Hein. Je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Voilà. Sinon, tous, vous avez signé des prêts avec Macron. Bah oui, non mais d'accord, mais oui. Je veux dire, ça voudrait dire que quand on signe un prêt avec une banque française, on ne signe pas avec l'accord d'Emmanuel Macron, mais quand on signe avec une banque qui est moitié tchèque, moitié russe, obligatoirement, c'est en fait une signature que l'on a avec Vladimir Poutine. Non, je signe avec une banque. Ça ne m'engage absolument à rien. Et si ça m'avait engagé à quelque chose, Monsieur le Président, je n'aurais pas signé ce prêt. C'est clair, je ne l'aurais pas signé. Car jamais personne, Monsieur le Président, ne m'a jamais rien demandé en contrepartie de quoi que ce soit. Alors j'ai peut-être de la chance, j'ai jamais été victime, ne serait-ce qu'une tentative d'ingérence. Peut-être que les gens connaissent mon caractère. Peut-être que ma réputation me précède. C'est possible. Mais jamais de ma vie, quelqu'un étranger est venu me voir en me disant « Voilà, je vais vous accorder ça ou je vais vous inviter là et en contrepartie, vous allez prendre telle ou telle position. » Jamais. D'accord, mais vous avez quand même conscience que cette banque était dirigée par un proche du pouvoir russe et que M. Schaffhauser lui-même nous a dit lors de la dernière audition que jamais cette banque n'aurait fait ce prêt sans l'accord de M. Poutine. Mais d'abord, un, ça n'est pas exactement la même chose, et deux, je n'en savais absolument rien. Mais rien, pourquoi voulez-vous que je le sache? Monsieur Schaffhauser qui vous Mais Monsieur Schaffhauser, je l'envoie, je lui dis trouve-moi un prêt. Il me trouve un prêt, il me ramène un prêt, je le signe. Et je suis très contente, je peux vous dire. Parce que c'était ça ou la mort de mon mouvement. Vous ne posez pas de question sur le... Mais pourquoi je me poserais une question, Monsieur le Président? Dites-moi, pourquoi me poserais-je une question? Voilà des fonds dont la provenance sont vérifiées par la Société Générale, qui doit être, elle, qui doit demander l'autorisation, je suppose, à M. Macron avant de faire la moindre opération. Bon, si j'en crois ce que vous dites de la liberté des banques à agir dans les différents pays. Surveillé, non mais attendez, pardon, surveillé par nos commissaires aux comptes, surveillé par Tracfin, surveillé par la CNCCFP. Si un seul de ces organismes était venu me voir en me disant « il y a un problème sur l'origine des fonds », Marine, je pense qu'il est dangereux de signer ce prêt. Je ne l'aurais pas signé. Mais tout cela s'est fait, encore une fois, dans des conditions absolument totales de transparence. Et non, Monsieur le Président, je ne me suis pas posé la question de savoir si le président de la banque était ou connaissait ou était un proche de Vladimir Poutine. Et objectivement, je ne sais ce que j'aurais fait de cette information dont je me moquais éperdument, compte tenu de l'importance, encore une fois, et de la joie que nous avions d'avoir réussi à trouver un prêt au moment où notre mouvement en avait si besoin. Très bien. Pour revenir sur la Crimée, nous avons appris que votre conseiller aux affaires internationales, M. Émeric Schofrad, s'était rendu sur le territoire russe comme observateur du référendum. Donc vous aviez à l'époque, et comme vous nous l'avez confirmé, que le résultat du référendum était sans contestation possible. Et 6 mois plus tard, vous obtenez ce fameux prêt de 9 millions d'euros. Est-ce que vous ne pensez pas que nous puissions trouver qu'il y a un lien entre ces deux événements? Non. Je pense que c'est un abus et que c'est une manœuvre politique qui a été utilisée contre moi que de faire un lien entre ces deux événements. D'autant qu'encore une fois, personne n'ignorait que nous n'avions aucune possibilité d'obtenir un prêt ni en France, ni dans l'ensemble de l'Union européenne. Très bien. Comment vous expliquez alors que juste après l'obtention du prêt en 2014, Jean-Luc Schaffhauser et Nicolas Lesage sont tous deux rendus dans le Donbass, en Ukraine, pour soutenir les séparatistes pro-russes? Émeric Schofrad aurait affirmé à Mediapart que ce voyage était, je cite, une contrepartie au prêt, car aller dans le Donbass marquait un soutien fort à la Russie. Avez-vous connaissance de ce voyage et de cette conversation? D'abord, je tiens à vous dire que je prends avec des pincettes les déclarations d'Émeric Schofrad à ce moment-là, puisque nous sommes en rupture politiquement assez violente, et il a multiplié des déclarations éminemment désagréables. Une partie d'entre elles, d'ailleurs, il est revenu dessus. Bon. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je n'ai pas à autoriser ou à ne pas autoriser, pour une raison très simple, c'est que M. Schaffhauser, il est tout à fait libre de ses mouvements. Je veux dire, il est député européen, il n'est pas adhérent à mon mouvement. Je n'ai sur lui aucune autorité.
Et par conséquent, lorsqu'il va dans le Donbass, et je considère que chaque député a le droit d'aller où il veut, voilà, ça fait partie de ma philosophie. Je pense qu'un député doit être totalement libre de ses mouvements, totalement libre d'aller où il le souhaite. Mais en l'occurrence, M. Schaffhauser ne me dit pas qu'il y va, il ne me demande pas l'autorisation, et même s'il me l'avait demandé, je n'avais pas à lui donner. Voilà. Monsieur Émeric Chauprade, j'imagine se conforter à vos décisions et à ce moment-là encore votre rôle par les relations que vous avez. Mais c'est quand même drôle de voir que M. Chauprade n'était pas d'ailleurs membre non plus de mémoire du mouvement. Il était votre conseiller. Je pense qu'il n'était pas membre du mouvement non plus, au passage. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et après tout, enfin, je veux dire, nous sommes quand même à l'époque. C'est en 2015, me semble-t-il. Vous me parlez d'un voyage en 2014. 2014. Oui. 2014. Il y a les accords de Minsk aussi, si vous voulez, où une réflexion a été menée par François Hollande et par d'autres sur qu'est-ce qui est le plus susceptible d'assurer la sécurité des frontières de l'Ukraine. Qu'est-ce qui est le plus susceptible d'assurer la sécurité et la certitude de la souveraineté de l'Ukraine. Mais je me prononce à ce moment-là. Je défends les accords de Minsk. Je suis pour la fédéralisation de l'Ukraine et je dis le meilleur moyen précisément d'assurer à l'Ukraine ses frontières et sa sécurité et son indépendance, c'est la fédéralisation. C'est-à-dire exactement ce que les accords de Minsk vont mettre en place. C'est-à-dire l'objectif de l'autonomie, enfin d'une région autonome, ukrainienne, mais autonome. Bon. Donc, qu'ils puissent, si vous voulez, aller sur le terrain pour savoir ce qu'il en est, pour savoir ce qui s'y passe, honnêtement, je veux dire, on peut être en désaccord politiquement, mais on ne peut pas leur en faire grief en vertu du mandat qui est le leur. Très bien. Avez-vous connaissance de ces SMS révélés par les hackers d'Anonymous qui font état que un blogueur proche de Poutine a déclaré que vous seriez remercié en échange de votre soutien au référendum? Que saviez-vous de cet échange et de cette personne? Mais quelle personne? Alors, je vais vous trouver son nom. Monsieur Timur Propanenko, et ainsi que Monsieur Konstantin Rykov. Je n'ai absolument aucune connaissance de ces SMS. Je n'ai aucune connaissance de cette personne, ni de l'une d'ailleurs, ni de l'autre. Et je conteste encore une fois formellement avoir pris quelque décision que ce soit pour faire plaisir à quiconque. Sur l'histoire du voyage en Ukraine, M. Schaffhauser et de votre ancien conseiller, vous nous dites que vous n'aviez pas donné d'autorisation ou pas, vous étiez forcément au courant, puisque dans un mail du 16 octobre 2014, M. Lesage explique par ailleurs en avoir parlé à Louis Alliot, qui était votre vice-président et conjoint à l'époque. Êtes-vous sûr que vous n'étiez pas au courant et que vous n'avez pas donné d'avis sur ce voyage? Non, mais je m'en souviens pas. M. Schaffhauser nous a dit qu'il vous en avait parlé. Écoutez, je n'en ai aucun souvenir. Mais de toute façon, je ne m'autorise pas à interdire à un député européen d'aller où il le souhaite, monsieur le Président. Voilà, je ne me l'autorise pas. Peut-être que j'ai la vision des députés européens ou des députés nationaux d'ailleurs, une vision plus haute que n'en a la Commission, mais je considère que l'on est libre de son mandat. Et d'ailleurs, j'ai été, je vous le dis, assez scandalisé de voir le Parlement européen sanctionner des députés européens au motif qu'ils étaient allés dans tel ou tel coin du monde. Voilà. Je pense que le Parlement européen n'a pas à sanctionner un élu du peuple lorsque celui-ci décide d'aller ou de ne pas aller dans telle ou telle région du monde pour aller vérifier, je ne sais pas, la tenue d'une élection ou la tenue d'un référendum. Vous vous l'êtes peut-être posé, moi je me la pose. Que fait une société de construction aéronautique ou d'hélicoptères russes en train de se diversifier dans leur achat de prêts à des partis politiques français? Alors je vais vous dire quelque chose que j'ai appris au cours de ma carrière. En fait, quand on rachète un prêt, en particulier quand on rachète un prêt qu'on n'est pas une banque, on n'a pas vocation à prêter, c'est qu'on n'est pas intéressé par le prêt en lui-même. On n'est pas intéressé par les 6% d'intérêt, on n'est pas intéressé par l'opportunité extraordinaire de recevoir des remboursements mensuels. En fait, souvent, et c'est très souvent le cas de fonds spéculatifs, on est intéressé par ce qu'il y a derrière le prêt, les garanties. Alors souvent, si on parle par exemple d'un fonds comme Fortress ou Tiger Management, qui sont des spéculateurs classiques dans ce domaine, ce qu'ils font, c'est racheter des prêts
d'emprunteurs qu'ils savent être en difficulté, non pas pour bénéficier des remboursements, des intérêts, mais bien pour profiter de la faiblesse de leurs créanciers et mettre la main sur les garanties. Donc, et dans ce cas-là, les garanties, dans le cas de Fortress ou de Tiger, ce sont une participation dans une filiale, un actif immobilier. Ici, à l'évidence, cette société russe, bien évidemment, il n'y a aucune preuve, et vous me le poserez, bien évidemment, mais cette société russe n'était pas derrière des garanties immobilières ou derrière une filiale du Rassemblement national. Quelles étaient donc les garanties qu'il poursuivait? Quelles étaient donc les contreparties qu'il poursuivait en reprenant ce prêt d'une manière intermédiée par la Banque centrale russe? Vous l'avez dit vous-même, vous avez choisi d'emprunter auprès de cette banque russe initialement, et là je vous cite, car on ne vous a pas laissé le choix. Et malheureusement, il semblerait fortement que les mains dans lesquelles le prêt se trouve actuellement ont le pouvoir de continuer à ne pas vous laisser le choix. Alors ma question, c'est, et si vous le savez, pourquoi cette compagnie a-t-elle racheté ce prêt? Et quelles sont les garanties qu'ils vous ont demandées en échange ou qu'ils tentent d'exercer en échange de leur accord de restructuration du prêt qu'ils avaient donc racheté auprès de la FCRB? Pardon, mais je trouve votre question absolument lunaire. Non, mais vraiment, je la trouve lunaire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la justice, en réalité. C'est auprès de la justice que la renégociation s'est faite. Comment? Je n'ai absolument aucun pouvoir pour décider qui reprend le prêt. Je suis passive. Vous dites quelle garantie vous avez donné? Rien, cher monsieur, rien. Je n'ai rien donné comme garantie. Le prêt a été renégocié et je me contente de rembourser. Enfin, ça n'est plus moi maintenant qui le fait d'ailleurs, c'est la nouvelle direction du Rassemblement national. Nous nous contentons avec le trésorier du Rassemblement national de rembourser en fonction de l'échéancier qui a été édicté. Parce que je n'ai absolument aucune autre d'ailleurs relation avec cette société. Mais vous voyez, vous posez plein de questions. Moi, il y en a une que je me pose de questions. Moi, si j'avais été le président de la République et qu'un des grands partis politiques s'était retrouvé effectivement à contraint par le droit, à être obligé de rembourser une société privée à visée militaire, eh bien, j'aurais fait en sorte qu'une banque française sur lequel l'État a un pouvoir, parce que ça existe quand même en France aussi, me semble-t-il, eh bien, pour le coup, reprennent ce prêt et libèrent justement le parti politique de cette obligation que vous semblez me reprocher, mais je n'ai pas, vous le savez bien, encore une fois, d'autres possibilités que de rembourser mon nouveau créancier. Je n'ai pas d'autres possibilités légalement que de rembourser. J'ai même l'obligation de rembourser mon nouveau créancier, comme me l'a rappelé d'ailleurs la CNCCFP. Mais vous voyez, moi, j'aurais été président de la République, je l'aurais fait. Voilà. Merci, Madame Le Pen. Monsieur Vegeta. Oui, écoutez, je ne pense pas que ce sont les prérogatives d'un président de la République de gérer un prêt entre deux entités privées. Mais quoi qu'il en soit, je le sais, et c'est clair, ça a été avéré, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas eu le choix. Et malheureusement, vous n'avez pas le choix de celui qui détient ce prêt et de celui qui donc a la main sur une partie de l'avenir de votre mouvement. Et c'est donc la première partie de ma question, c'est connaissez-vous les raisons pour lesquelles cette société-là, qui n'a rien à voir avec le financement des partis politiques, qui n'a rien à voir avec la France, a décidé de vous financer? En fait, c'est la question fondamentale. Si vous n'avez pas de réponse, ce qui semble être le cas, on peut passer à la question suivante et je comprendrai totalement. Madame Le Pen. Fermez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Vegeta. Mais absolument pas. Absolument pas, puisque moi j'ai signé un prêt avec une banque tchéco-russe. Je ne suis absolument pas, encore une fois, responsable. Et vous me dites, dans votre esprit, quelles autres obligations j'ai que de rembourser mon prêt, mon cher collègue? Je n'ai absolument aucune autre obligation, mais aucune. Aucune. Et si ce prêt avait été racheté par la Redoute, Tartampion, ce serait pour moi exactement le même niveau d'obligation. Rembourser mon prêt, ce que je fais et ce que je ferai à l'égard d'ailleurs de toute structure qui aurait racheté ce crédit sans mon accord, sans me demander mon avis. Puisque, encore une fois, ils n'ont pas l'obligation de nous demander notre avis. Merci. Monsieur Vegeta, vous avez fini? Merci pour cette réponse. Donc, on ne va pas faire de conjecture, mais on ne peut que constater qu'une entité qui est apparemment proche du pouvoir a choisi de racheter un prêt
non pas pour la qualité intrinsèque de l'emprunteur, mais pour des raisons qui nous échappent. Oui, Excusez-moi, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce qu'ils n'ont pas racheté un prêt. Enfin, vous avez déjà vu ça, vous, un jour? Un prêt? Non. La banque a fait faillite et cette société a racheté l'intégralité du passif et de l'actif de cette banque, enfin, comme le font les boîtes quand elles se reprennent les unes les autres. Ils n'ont pas racheté le prêt du Rassemblement national. Ça n'a aucun sens. Monsieur... Deuxièmement, si vous avez des éléments sur les financements de campagne de Jean-Luc Mélenchon, sortez-les. Enfin, je veux dire, je ne suis pas là pour protéger qui que ce soit. Et donc, dans ce cas-là, vous avez juste lancé des accusations pour faire un brouillard, je ne sais quoi. Je ne sais pas d'ailleurs qui vous menaciez dans cet hémicycle. Mais en tout cas, je vous avais posé une question et je note que vous ne voulez pas répondre. Oui ou non, y a-t-il des liens, notamment financiers, entre la Russie et le Rassemblement national? Et après, si vous ne voulez pas répondre, je passe à ma deuxième question, mais dites-moi. Allez-y. Monsieur Bayou, alors je dois mal m'exprimer ou vous écoutez plus votre question que vous n'écoutez ma réponse. Mais j'ai précisément dit exactement l'inverse sur Jean-Luc Mélenchon. Exactement l'inverse. J'ai dit que les positions qu'il avait prises sur le plan géopolitique, je ne pensais pas du tout qu'elles étaient la conséquence d'une moindre influence de quelque nation que ce soit. Vous voyez, donc je n'ai absolument pas dit ça. Le seul lien financier qui existe avec une banque par l'intermédiaire d'un prêt qui a été signé en 2014, cette banque ayant été rachetée dans son passif et son actif par une société, c'est le seul lien que nous avons. Il est vérifié, il a été validé par les commissaires aux comptes, par la Commission nationale des comptes de campagne, je pense, vérifié par Tracfin également, et validé par la Société Générale, qui était notre banque à l'époque. Tout ceci est parfaitement légal et parfaitement transparent. Merci, Madame Le Pen. Monsieur Bayou, vous avez terminé? Non, justement, j'ai ma deuxième question, mais je vous remercie parce que donc il y a bien un lien financier, il est public, vous venez de l'expliquer. Je ne comprends pas pourquoi votre président voulait poursuivre tout le monde pour le dire. Deuxième question, et vous verrez que je vous écoute attentivement. Vous avez déclaré, là, jamais l'arrivée d'un prêt n'a changé d'un iota nos positions en matière de géopolitique. Alors, en 2014, il y a une piste de prêt avec une banque des Émirats arabes unis qui avait été abandonnée au dernier moment, apparemment. Et un de vos conseillers économiques disait en 2016, moi j'ai mis mon veto là-dessus, c'était mono. On ne peut pas dénoncer Mme Merkel et le Qatar qui possède 10% de la Deutsche Bank et qui pourrait encore la renflouer, et de l'autre faire la même chose. Finalement, il y a bien un prêt de 8 millions venus des Émirats arabes unis qui ont sauvé le Front National en 2017. Ce prêt est négocié par Laurent Fouché, signé à Bangui, 6%. Mais là, vous direz que c'est des intérêts, ça ne compte pas. Et là encore, vous nous direz, peu importe d'où vient l'argent, ce qui est encore une fois assez particulier pour la dirigeante d'un grand parti. Dans le Figaro et dans Mediapart, on lit que pour préparer cet accord, il y avait une rencontre entre un agent de liaison des services des Émirats arabes unis et vous, à Montretout, le 20 juillet 2014. L'enjeu, aider le Front National contre le Qatar et les frères musulmans. Alors effectivement, les attaques du Front National contre le Qatar sont nombreuses, notamment pour accuser le Qatar de soutenir le financement du terrorisme. Mais jamais le Front National a accusé les Émirats arabes unis de faire pareil. Au contraire, systématiquement, vous présentiez les Émirats arabes unis avec nombre d'éloges. Alors que les accusations de financement de terrorisme sont nombreuses également à l'égard des Émirats arabes unis. Je pense à le financement de Al-Qaïda ou Lashkar et Toïba qui avait fait des attentats à Bombay. Et il y a une plainte évidemment pendante devant le tribunal de Paris pour crimes de guerre, torture et financement de terrorisme. Quand on va sur le site du Rassemblement national, on trouve seulement 10 articles mentionnant les Émirats, avec 0 critique sur ce supposé, à ce stade, soutien au terrorisme. On a même par contre un article pour se réjouir de la présidence du député Chenu du groupe d'amitié France-Émirats arabes unis. On peut lire « Les Émirats forment un allié de premier ordre dans la lutte contre le terrorisme », alors qu'ils sont donc accusés de financement. Et par contre, on compte 80 articles sur le Qatar, aucun positif, et souvent pour dénoncer les achats qataris, mais donc 0 pour pointer ceux des achats des Émirats arabes unis. Est-ce que donc vous avez la critique sélective selon l'origine des fonds? Est-ce que demain, pour la prochaine présidentielle, si vous avez à nouveau des problèmes financiers et que vous avez un financement chinois, vous nous direz que c'est un merveilleux allié? Ou demain, peut-être après-demain, la Corée du Nord. Merci, Madame Le Pen, c'est à vous.
Monsieur Bayou, je vais essayer de démêler un petit peu car tout ça n'est pas extrêmement clair. Alors, on va parler factuel. L'emprunt dont vous parlez n'est pas un emprunt émirati. C'est un emprunt effectué auprès d'un Français, voilà, M. Fouché, qui a son compte aux Émirats Arabes Unis, où il travaille une partie du temps. C'est un tout petit peu différent, voyez-vous. Enfin, moi, je veux bien qu'on globalise tout pour essayer de créer encore une fois une suspicion, alors qu'il n'y a pas de raison d'en avoir. C'est un Français qui a prêté de l'argent à un parti français, dont il a été évidemment parfaitement remboursé. Vous dites peu importe d'où ça vient. Ben, c'est pas tout à fait vrai, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que j'avais le choix entre 3 nations et que j'ai fait un choix. Voilà, de provenance de la banque, hein, parce que ça reste quand même une banque, hein, je le rappelle. Deuxièmement, vous parlez des Émirats Arabes Unis. Oui, je pense comme la France d'ailleurs, que les Émirats Arabes Unis sont un allié de poids dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Je ne suis pas convaincu que Emmanuel Macron ne pense pas la même chose que moi. Bon, ça peut arriver, hein, monsieur Bayou. Je ne suis pas sûr que vous puissiez lui en faire le reproche. De la même manière, je pense que l'Égypte est un allié pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. Voilà, il y a un certain nombre de pays arabes sur lesquels on peut s'appuyer pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. L'Égypte et les Émirats Arabes Unis en font partie. Vous nous avez dit aussi « je ne suis pas naïve » et ailleurs dans l'audition « je signe un prêt avec une banque, pas avec Poutine ». Je crois qu'il y a une forme de contradiction dans ce propos, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure vous considérez que le système financier, le système bancaire russe est indépendant de l'État et, on peut dire, de la machine du pouvoir poutinien. Madame Le Pen. Pour répondre très clairement à votre question, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a très certainement très peu de pays au monde où le système bancaire n'a pas de relation directe avec le pouvoir politique et où très certainement une opposition peut être portée à une opération de quelque nature que ce soit de la part du pouvoir politique à destination d'une grande banque. Hein, je ne parle pas peut-être des banques locales, d'une grande banque nationale. Donc, si je vous comprends bien, vous considérez qu'il est probable qu'il y ait eu un lien fort entre l'État russe et la banque dont il est question. J'en prends note. Pardon, monsieur, mais vous, en l'occurrence, allez un peu loin dans ce que j'ai dit. J'ai dit que je pense qu'il n'y a pas d'accord. Encore une fois, je vous l'ai dit. Je pense qu'il peut y avoir potentiellement une opposition qui soit formulée à une décision bancaire de quelque nature que ce soit. C'est vrai en France, à mon avis. Ça l'est aussi dans beaucoup de grandes démocraties. Oui, mais là, on ne parle pas d'une démocratie. La Russie, on ne peut pas la considérer comme une démocratie. Même je peux me permettre a fortiori. Comme le vient de le signaler Madame Le Grip, la Société Générale a fermé le compte du Rassemblement National en 2017, alors qu'il mettait ainsi terme à 30 ans, j'ai envie de dire, de coopération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le motif de la fermeture de ce compte ? Eh bien, aucun motif, M. Saint-Houl. La réalité, c'est que les banques ont le droit de fermer votre compte sans vous donner aucune explication. Officieusement, l'explication qui nous a été donnée, c'est que la Société Générale n'entendait plus financer ou avoir les comptes de partis politiques, ne voulait plus avoir de relations avec quelques partis politiques que ce soit. J'entendais tout à l'heure, je crois que c'est M. Bayou nous reprochait assez vivement d'avoir été endetté. On l'a toujours été moins que le Parti des Républicains, qui a eu jusqu'à 120 millions d'euros de dettes et a été soutenu avec beaucoup, faut bien dire, d'amitié, hein, semble-t-il, par précisément, je crois, la Société Générale. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, nous ne voulons plus avoir de relations. C'est d'ailleurs vrai pour tous les élus. Ça devrait d'ailleurs scandaliser les députés que nous sommes, puisque aujourd'hui, un kidam qui devient député national, bien souvent se voit fermer son compte. Voilà, parce que les banques considèrent que le fait de faire de la politique fait de vous un paria et qu'elles ne souhaitent plus avoir des comptes de gens qui sont élus de la nation. Ça pourrait faire l'objet d'une discussion ou d'un prochain rapport, parce que c'est tout de même des décisions assez faramineuses qui nous mettent probablement un poil en dessous des dealers de drogue, quoi. Merci, Mme Le Pen. Vous nous avez dit, en début d'audition, que vous aviez toujours contrôlé l'origine des fonds
qui vous ont été versés? Non, vous ne l'avez pas dit. Vous n'avez pas contrôlé l'origine des fonds qui vous ont été versés à chaque fois que vous avez contracté un prêt? Monsieur Saint-Toul, pardon, mais je ne suis pas présidente de la République quand je suis candidate à la présidentielle. La personne qui vérifie l'origine des fonds, c'est ma banque, parce que c'est l'obligation légale qui lui est faite. Je n'ai absolument aucun moyen d'investigation pour connaître, l'origine des fonds. Donc il n'y a que Tracfin, qui ont fait sûrement état d'ailleurs à nos services de renseignement, et les banques qui sont chargées par la loi de vérifier l'origine des fonds. Merci. Donc lorsqu'un particulier vous fait un prêt de 8 millions d'euros sur votre bonne mine, vous ne vous interrogez pas sur les sources de sa fortune? Madame Le Pen. Non, monsieur Saint-Toul, je ne m'interroge pas parce que j'ai très confiance dans ma banque qui a l'obligation légale de vérifier la provenance des fonds. Et que les fonds proviennent d'Abu Dhabi et du Luxembourg et que le contrat soit signé en Centrafrique ne vous paraît pas original? Monsieur Saint-Toul, encore une fois, il s'agit d'un Français qui a un compte en banque aux Émirats Arabes Unis. Il aurait pu avoir un compte en banque, après tout, aux États-Unis. Je pense que ça vous aurait moins perturbé. Monsieur Bayou. Oui, merci. J'ai oublié de préciser que Laurent Fouché apparemment était insolvable au moment de ce prêt. Mais la justice s'en est saisie. Ça me permet d'ailleurs de rebondir, puisque justement, on a appris que Laurent Fouché, justement, qui vous fait un prêt personnel, est mis en examen pour blanchiment d'argent à Genève. Et ces enquêtes nous apprennent aussi que Laurent Fouché était insolvable au moment du prêt. Comment fait-il pour prêter 8 millions d'euros alors que lui-même est insolvable? Dès lors, d'où proviennent ces 8 millions d'euros prêtés au Rassemblement national? Étiez-vous au courant de ces informations au moment des faits? Et depuis, n'avez-vous pas souhaité connaître davantage sur l'origine de cet argent qui arrive d'un compte émirati de quelqu'un qui est insolvable? Mais je n'ai absolument aucune connaissance des faits dont vous me parlez, Monsieur le Président. Et je ne doute pas une seule seconde que s'il existait le moindre soupçon à l'égard du Rassemblement national, la justice se serait saisie. Tracfin aurait fait probablement une intervention sur ce sujet. Moi, je n'ai eu aucune connaissance. Il semble que Tracfin soit saisi. Écoutez, Tracfin est peut-être saisi, mais moi, en ce qui me concerne, Tracfin ne s'est pas adressé à nous. Il n'y a pas de demande de renseignement. Nous avons obtenu ce prêt et nous l'avons remboursé. Je ne connais pas du tout la situation personnelle de M. Fouché. Je fais tout à fait confiance à ma banque française qui est soumise à des obligations légales de vérification de la provenance des fonds. Tracfin le fait, évidemment, dans l'intérêt de tous, mais les banques sont personnellement responsables de vérifier l'origine des fonds. Je fais confiance à la CNCCFP. Mais bien sûr que si. La CNCCFP, elle n'a pas les moyens d'investigation aux Émirats Arabes Unis ou en Russie, Madame Le Pen. Pardon. Encore une fois, la CNCCFP, si elle avait eu le moindre doute, elle aurait été alertée par la banque. Si la banque avait eu le moindre... Elle aurait alerté la CNCCFP. Si Tracfin avait eu le moindre doute, ils auraient alerté la CNCCFP. Donc ce que Tracfin ne connaissait pas, moi, j'étais censé le connaître. Donc, je n'avais aucune information sur ce sujet. Encore une fois, nous avons emprunté à M. Fouché. Et je crois que vous l'avez vu ou pas vu, j'en sais rien. Il faudrait peut-être lui poser la question. Vous pouvez rouvrir à nouveau la commission. Moi, je n'ai aucune connaissance de cela. Je n'ai fait que rembourser le prêt qui m'avait été accordé. Voilà. À partir du moment où, puisque c'était une présidentielle, l'État nous avait remboursé. Comment avez-vous mis en contact avec M. Fouché? Le connaissiez-vous auparavant? Pas du tout, c'est M. Schaffhauser qui... Voilà, toujours M. Schaffhauser. Ah oui. Il est toujours autour de ces prêts.